Cameroun, les attaques des jeunes délinquants contre les populations se multiplient à Douala. Les vols d'objets de valeur deviennent fréquents. Les victimes s'organisent à leur manière pour se défendre. Sans surprise, en Côte d'Ivoire, la victoire d'Alassane Ouattara, entérinée par le Conseil constitutionnel, le chef de l'État remporte ainsi un troisième mandat controversé. L'opposition conteste toujours sa réélection. Et puis, en Éthiopie, le chef de l'armée est limogé par le Premier ministre Abiy Ahmed. Le haut gradé est démis de ses fonctions alors qu'une offensive militaire est lancée contre la région du Tigré. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Au Cameroun, les attaques de jeunes délinquants se sont multipliées ces dernières semaines à Douala. Des bandes armées agressent les habitants pour leur voler des objets de valeur de jour comme de nuit. Des comités de vigilance ont été mis en place pour faire face à cette nouvelle forme de délinquance. J'ai frôlé la mort après une agression au couteau, témoigne Apollin Tchanga, peintre en bâtiment de 43 ans, victime en juin dernier d'une attaque menée par un des gangs qui sévissent depuis plusieurs mois à Douala, la capitale économique du Cameroun. Machettes, gourdins, couteaux ou tournevis sont utilisés par les gangs lors d'attaques menées de jour comme de nuit dans la plus grande métropole camerounaise où la multiplication de leurs méfaits inquiète. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir avec chaque chef de village comment installer un comité de village, plus dans tout le canton d'Edo, mais un comité de vigilance dans chaque village pour faire une bonne riposte parce que le canton est trop grand, mais en les mettant par village, la riposte sera forte. Au moins 4 quartiers de la ville ont été attaqués en octobre, dont le carrefour Ndokoti, un quartier populaire de la ville. Ce canton était déjà doté d'un comité d'autodéfense pour faire face à la délinquance urbaine ordinaire, mais avec la recrudescence des attaques en bande. Les agresseurs qui opèrent en bande sont essentiellement des jeunes. Ils sont issus d'une génération délinquante, désœuvrée, abandonnée, maltraitée d'une certaine façon. En fait, ce phénomène n'est pas étrange pour moi parce que dans la rue, il y a beaucoup de difficultés et parfois nous sommes confrontés à faire cela pour survivre parce qu'il n'y a pas quelqu'un, tu n'as pas un travail en fait. Tu n'as pas une ressource qui peut te donner un repas ou de l'argent. Tu n'as rien pour te vêtir. Parfois, nous faisons cela pour survivre dans la rue. Des représentants de tous bords en Libye ont entamé ce lundi des pourparlers sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies en Tunisie. Ils relancent ainsi l'espoir d'aboutir donc à un accord sur un gouvernement unifié et l'organisation d'élections après 9 ans de conflit. Le forum de dialogue politique comprend 26 membres désignés par le Parlement pro-Haftar et le Haut Conseil d'État, l'équivalent d'un Sénat basé à Tripoli, les 49 autres participants ayant été invités par l'ONU de façon à représenter les différents pôles du pouvoir et de la société civile, régions, tribus, forces politiques. L'émissaire par intérim de l'ONU en Libye, Stéphanie Williams, s'est dite optimiste, tandis que le président tunisien Kais Saïed a appelé à saisir ce rendez-vous avec l'histoire, suivi de près par plusieurs pays et acteurs internationaux. Les pourparlers au sein du Forum de dialogue politique réunissent à Garmart, en Tunisie voisine, 75 Libyens de tous les bords sélectionnés par l'ONU, y compris parmi les 2 principaux camps rivaux. L'objectif de ce round est de sortir la Libye du chaos dans lequel elle a sombré après la chute du régime de Muammar Kadhafi, tué par des rebelles en 2011. Le pays est déchiré entre 2 autorités rivales. Le gouvernement d'union nationale dans l'ouest, basé à Tripoli, est reconnu par l'ONU et un pouvoir incarné par Khalifa Haftar, homme fort de l'Est soutenu par une partie du Parlement élu et son président. Le camp Haftar est notamment soutenu par la Russie et l'Égypte, alors que le JNA est appuyé par la Turquie. Les forces rivales ont cessé les combats en juin après l'échec de l'offensive lancée en avril 2019 par les pro-Haftar pour prendre le contrôle de Tripoli. Cette accalmie a permis aux camps rivaux, encouragés par l'ONU, de retourner à la table de négociation.
Depuis septembre, des réunions thématiques se sont succédées au Maroc, en Égypte et en Suisse pour mettre en place une feuille de route sur la transition dans le pays qui dispose des réserves de pétrole les plus abondantes d'Afrique. En octobre, les deux principaux camps ont conclu un accord de cessez-le-feu permanent avec effet immédiat, ouvrant la voie notamment à une reprise de la production pétrolière économiquement vitale. Sans surprise, en Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel a validé ce lundi la réélection du président sortant Alassane Ouattara. Validation pour un troisième mandat controversé. C'était lors d'une déclaration lue par le président de l'institution au siège, de la Cour du Conseil constitutionnel à Abidjan. Selon les scores validés par le Conseil constitutionnel, le candidat indépendant Kouadio Kona Bertin arrive en deuxième position avec 1,99% des voix. Les deux autres candidats avaient appelé au boycott, mais ont tout de même reçu des suffrages. L'ancien président Henri Konan Bédié termine troisième avec 1,66% et l'ex-premier ministre Pascal Affi-N'Guessan quatrième avec 0,99%. Considérant que M. Alassane Ouattara a recueilli 3 031 483 voix, réalisant ainsi un score de 94,27%, supérieur à la majorité absolue requise, qu'il convient en conséquence de le proclamer élu dès le premier tour président de la République de Côte d'Ivoire au terme du scrutin du samedi 31 octobre 2020. L'opposition a annoncé la création d'un Conseil national de transition à l'issue du scrutin dont elle ne reconnaît pas les résultats. Plusieurs leaders de l'opposition, dont son porte-parole Affi-N'Guessan, ont été arrêtés alors que d'autres, comme Henri Konan Bédié, sont bloqués à leur domicile par les forces de l'ordre. Élu en 2010, réélu en 2015, Alassane Ouattara avait annoncé en mars qu'il renonçait à une nouvelle candidature avant de changer d'avis en août à la suite du décès de son dauphin désigné, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Au moins 14 personnes sont mortes au cours de violences lors du scrutin ou dans son sillage. Avant l'élection, une trentaine de personnes étaient mortes dans des troubles et des violences intercommunautaires depuis le mois d'août et l'annonce de la candidature de Ouattara. La crainte d'une escalade de violence est forte dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, 10 ans après la crise post-électorale de 2010-2011 qui a fait 3000 morts. En Éthiopie, le chef de l'armée a été limogé par le Premier ministre Abiy Ahmed, un limogeage qui intervient quelques jours après le lancement d'une offensive militaire contre la région du Tigré dans le nord du pays. Le chef de l'armée éthiopienne Adem Mohamed a été remplacé par le général Berhanu Jula, promu au rang de chef de l'armée selon un communiqué du bureau du Premier ministre Abiy Ahmed qui ne précise pas les raisons de ce limogeage. Ce changement brutal à la tête des forces armées éthiopiennes intervient alors que le gouvernement a lancé mercredi dernier une opération militaire contre la région du Tigré, accusée par Addis Abeba de velléité sécessionniste. Malgré un blackout total sur les opérations militaires, sur le terrain apparaissent les premiers signes de combat qui semblent assez nourris entre forces armées éthiopiennes et tigréennes. Le pape a appelé dimanche l'Éthiopie à rejeter la tentation d'une confrontation armée, exhortant le pays à la prière et au dialogue. Dans une déclaration télévisée, le président de la région du Tigré, Debretsion Gebremichael, a pour sa part appelé l'Union africaine à jouer son rôle pour empêcher l'Éthiopie d'être entraînée dans une spirale menant à la guerre civile. La tension entre Addis Abeba et le Tigré, dont les dirigeants s'estiment marginalisés par le nouveau pouvoir, s'était particulièrement accrue depuis l'organisation en septembre dernier d'élections régionales non reconnues par le pouvoir central. L'escalade militaire fait craindre un conflit susceptible de menacer la stabilité déjà fragile du deuxième pays le plus peuplé du continent avec plus de 100 millions d'habitants et au-delà de toute la corne de l'Afrique. Au Niger, 41 dossiers de candidature pour l'élection présidentielle de décembre prochain ont été déposés au ministère de l'Intérieur. Tous les grands noms de la politique du pays figurent parmi les 41 dossiers qui ont été déposés. Les précisions. Pour l'élection présidentielle de décembre prochain, 41 dossiers de candidature ont été déposés au ministère de l'Intérieur.
C'est la première fois qu'il y a un si grand nombre de candidats potentiels pour le scrutin du 27 décembre prochain. Lors de la dernière élection, ils étaient 16. Tous les grands noms de la politique nigérienne figurent parmi les 41 dossiers de candidature déposés au ministère de l'Intérieur. Il s'agit entre autres de l'ancien président Maman Ousmane, Seni Oumarou, Bazoum Mohamed, le général Salou Djibo, Ama Amadou, Albade Abouba et du cheikh Boureima Daouda, l'imam de la grande mosquée de l'université de Niamey. Les candidatures étant déposées, la seconde phase est l'enquête de moralité pour tous les candidats. En effet, à l'article 134 du Code électoral, on peut lire « Nul n'est éligible à la présidence de la République s'il ne jouit pas d'un bon état de santé physique et mentale, ainsi que d'une bonne moralité attestée par les services compétents ». Après toutes ces formalités, l'autorité administrative transmet les 41 dossiers à la Cour constitutionnelle. La plus haute juridiction du pays dispose alors de 2 semaines pour valider les candidatures, c'est-à-dire au plus tard le 1er décembre 2020. La particularité de ces élections est que près des 3/4 des candidats sont des jeunes, de nouveaux visages qui arrivent sur la scène politique. Selon un politologue, chaque candidat paiera une caution de 25 millions de francs CFA, leur participation aux frais électoraux. Au niveau de la CENI, environ 7 400 000 électeurs sont inscrits sur le fichier électoral biométrique. La campagne électorale des élections législatives et présidentielles du premier tour s'ouvre le 5 décembre pour se clôturer le 25 décembre 2020. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.